j'ai parlé en des termes un peu voilés, mais assez explicites, des raisons pour lesquelles le président Laurent Gbagbo est l'unique choix qui s'impose à nous. Je vous ai dit qu'il faut quelqu'un déterminé qui ne se laisse pas distraire et qui sait où il s'en va. Je crois que c'est assez clair et assez limpide pour ce que nous attendons. Mais au-delà de tout, chers amis, les Russes sont les Russes. Poutine, les présidents des Russes. Poutine cherche d'abord l'intérêt des Russes. Ça, il faut que nous, les Africains, c'est la première des choses que nous devons comprendre. Si nous allons à la Russie, vers la Russie, avec notre état de division en interne, de faiblesse, dans 10 ans, la Russie et nous, on aura les mêmes rapports qu'on a avec la France. Ce n'est pas des philanthropes. La politique, c'est la réalité du quotidien. C'est pourquoi, justement, nous faisons du panafricanisme le socle de notre parti. Pour que nous soyons suffisamment forts et que n'importe lequel des partenaires vers lequel nous allons en tant que forts. Mais si nous allons, on ne sait pas, oui, le monde est en train de se diviser, c'est clair. Et c'est irréversible. Est-ce que ça va se terminer par des bombes atomiques? Est-ce qu'on ne sait pas? Mais le monde est en train de se diviser. Et si l'Afrique continue d'être la partie molle du corps du monde, tous les prédateurs, tous les fauves vont venir mordre en Afrique. C'est pourquoi la question du panafricanisme est au centre de notre programme de gouvernement. Partie des clair qu'il y a des questions qui doivent être réglées de façon unie en Afrique. Si on ne règle pas ça, la question, on va s'adosser à qui? Ce sera un problème. Oui, on va trouver quelqu'un. Mais si tu te présentes avec une faiblesse, il t'interprétera comme étant faible. Oui, il nous faudra des partenaires. Il nous faudra des partenaires. Et la Russie, le monde BRIC commence à se positionner comme étant une alternative crédible pour un partenariat. Mais nous irons vers eux. Nous irons vers eux. Certainement. Mais il faut que nous soyons forts. Tout comme si nous sommes forts, les rapports avec l'Europe vont changer. Tout comme si nous sommes forts, les rapports avec l'Europe vont changer. Mais pourquoi l'Europe ne traite pas les pays arabes pour nous? Pourquoi? Parce qu'eux, là, ils sont forts. Donc, oui, priorité, oui, besoin de partenariat, oui, nous travaillons à cela. Mais nous ne devons plus un partenariat comme l'ancien partenariat où nous sommes la partie la plus faible et évidemment on nous oriente comme une demoiselle sur une piste de danse. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais dire sur la question. Oui, la CEI, moi je vais être franc avec vous. Cette CEI, non, on ne peut pas aller aux élections intérieures. C'est mes amis, hein, c'est pas nous, vous là. On ne peut pas vous faire partir. S'il vous plaît. On a fait un travail scientifique pour aller aux élections locales, où on a détecté les faiblesses de la liste électorale. Et on a vu. Plus de 2 millions de personnes sont en combat sur cette liste-là. Soit ils n'ont pas de papa, soit ils n'ont pas de maman.
Oui, on peut comprendre qu'on parle de papa, mais maman, là, c'est compliqué. C'est compliqué quand même pour la maman. Mais en même temps, quand il n'y en a pas, il y en a qui n'ont pas de maman, mais il y a des mamans qui ont 500, 300 enfants. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens voient, tant que l'Afrique veut faire des élections simples, des simples formalités, et qu'on ne veut pas leur accorder le sérieux qu'il faut pour que ces élections-là expriment réellement la volonté du peuple, mais les crises, et c'est pourquoi il y a cette crise de confiance et que les gens commencent à s'adonner au coup d'État. Et ils pensent que la solution est d'ordre militaire. Ce qui n'est pas forcément vrai pour nous. Moi, je ne crois pas du tout à la démocratie militarisée. Mais pourquoi les gens en sont arrivés à ça? C'est le désespoir. Parce que les gens pensent que bon, il faut que ce soit des formalités. Allez-y, bon, le 26 octobre, allez-y voter. Hein. Bon, nous on est là, de toute façon on a déjà choisi notre vainqueur. Mais ça ne passera pas. Amen. Ça ne passera pas. Donc la CEI là, elle doit être réformée. Et sur ce plan-là, nous avons des propositions claires. Ça me permet de répondre à ma fille, à la jeune dame qui est de l'autre côté, sur qu'est-ce que nous voulons faire. C'était le ministère de l'Intérieur qui faisait les élections. Mais c'est parce que justement, l'incapacité que nous avons dans notre culture de faire la part des choses entre nos fonctions administratives et nos choix politiques, c'est ça qui fait qu'on est parti du ministère. Ici, là, on peut essayer de vouloir tricher, hein. Mais c'est pas si grossier comme chez nous. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Intérieur, toujours les résultats commençaient par Kani. Chaque élection, Kani. On connaît la suite. On connaît la suite. Qu'on a changé. On dit bon. Et c'est nous, les FPI en son temps, qui sont battus pour dire créons une commission électorale. Mais s'il vous plaît, la question ce n'est pas la commission. C'est que les gens qu'on envoie là-bas et qui refusent d'assumer leurs responsabilités. C'est ça qui est le problème. En 2000, la commission appartenait à Oguier, Camille Oguier, dans son âme. Il y a des hommes responsables de notre pays. Hein. Camille Oguier, on a organisé en ce qui est partout au pouvoir les élections locales, on les a perdues, on a perdu les élections municipales. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Le président Babo n'a pas appelé Camille Oguier et dit bon, débrouille-toi pour qu'il gagne. C'est ça l'idéal du combat politique du président Laurent Gbagbo. Et généralement, tous ceux qui mènent des combats de ce type-là, ils sont toujours incompris. Aujourd'hui, moi j'entends des gens qui disent non, ouais, non, Ouattara vous a montré comment on gouverne. Moi je ne gouvernerai jamais comme Ouattara. Excusez-moi, hein. Si tout ce que nous faisons là, c'est pour venir faire ce tribalisme primaire, et ces choses, c'est pas la peine. Si c'est pour je préfère déposer, aller chez moi à l'époque, il peut être grignon manger. Parce que quand on est dans un combat, c'est parce qu'on veut changer quelque chose. On veut changer quelque chose. Donc oui, on ne peut plus être dans le ministère. On a fait la CEI. Mais le problème de la CEI, même pendant les élections de l'UDI, le président, pour montrer qu'il a dit, bon, l'opposition a contrôlé la CEI. C'est vrai que ça ne nous a pas souri. Mais la CEI qui est là, on ne peut pas aller. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? On a pris des militants, on les envoie dans une maison, on lui dit de venir contrôler les élections, mais ils ont transporté les militantistes là-bas. Donc,
Il y a 3 types de CEI. Et finalement, c'est toute l'Afrique qui a décidé de faire des organisations à les commissions. Il y a le système ghanéen qui est intéressant. Où les partis sont possibles, les partis n'ont pas de voix. Le président de la CEI est nommé pour un périmètre bien précis. C'est-à-dire, quand on l'a nommé, les forces de l'État sont à ta disposition. Il n'a pas besoin du ministère de l'Intérieur pour demander à la police de venir. Nous, notre proposition pour réformer la CEI, il faut que cette CEI-là, parmi nos problèmes, il y en a 4. La question de l'instruction de la candidature, la CEI à répondre, la liste électorale à réformer, ainsi de suite, et puis la gratuité de la carte nationale d'identité. Voici les 4 points sur lesquels nous travaillons. Voici les 4 points sur lesquels nous travaillons. Oui, nous avons des propositions pour changer la CEI. Quittons la CEI, comme la CEI partisane, multipartisane. Parce que c'est pas parce que vous êtes multipartisan que vous êtes neutre. Non. Vous prenez des partisans, vous les mettez ensemble, ils ne sont pas dans la neutralité. Non, ils font des arrangements. Ils ne sont pas dans l'impartialité. Et la CEI, elle est trop partisane. Quand elle parle, on sent qu'elle est partisane. Quand les acteurs me parlent, on sent qu'ils sont partisans. Et l'un des points sur lesquels on leur dit toujours, c'est la question de la réduction de la liste électorale. Une décision de la Cour africaine des droits de l'homme. La CEI nous dit non, qu'eux ils attendent les instructions du code. Je dis non, que c'est une décision d'une juridiction internationale, donc il faut qu'elle soit, avant qu'elle soit appliquée en Côte d'Ivoire, il faut qu'elle soit annoncée une procédure en droit qu'on appelle l'exéquatur. On leur dit ça, cette procédure-là. Non. La Cour africaine des droits de l'homme n'est pas une cour étrangère. C'est une cour, à partir du moment où nous l'avons ratifiée, c'est une cour interne qui est supérieure aux cours internes. Donc la décision qu'elle prend là, elle devient exécutoire sans autre forme de formalité. Ça là, celui qui a fait première année du droit, il fait ça. Sauf si on est de mauvaise foi. J'aime bien l'image de mon père, il dit on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait pendant les hommes. Il peut même l'électrocuter dès qu'il dort. Il fait pendant les hommes. Il n'a pas son mec, mais il dort. Tu ne peux pas le réveiller. Donc cette théorie-là, on ne peut pas et on va la réformer. Est-ce qu'on doit revenir au ministère de l'Intérieur? Vraiment, je ne suis pas sûr que nous sommes prêts. Nous, on n'est pas prêts. On va y arriver un jour, hein. Mais ce que nous voyons là, on n'est pas prêts. La micro électorale, qu'on s'entende à minima. Je viens de répondre à ça. Ce sont des éléments, ça fait partie des points à réformer. Aliko, candidature du président Laurent Gbagbo, objectif, que faire? Je vous ai expliqué, et c'était le fond de ma pensée. Cette idée, au cas où ça je suis borné sur sa question. Je suis borné sur la question. Et je préfère borner sur cette question-là. Parce que je ne veux pas du tout envisager même qu'il n'existe pas le nom de l'homme socialiste électoral. Pour moi, ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas envisageable. Et je vous ai dit, le jour que nous allons commencer à réfléchir à des plans B, c'est que nous ne sommes pas sûrs que nous allons gagner le plan A. C'est qu'on a déjà perdu. Oui, exactement. On a déjà laissé tomber. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan D. Il n'y a même pas A'. Chers amis, mettons-nous ça clair dans nos têtes. Mettons-nous ça clair. Tes camarades du GPS là. Bon, ça va venir vers la poche, oui, bon, s'il vous plaît. Jusqu'au
au dépôt de candidature devant le Conseil constitutionnel, le président Laurent Gbagbo va déposer son dossier. Et on va regarder ce qu'ils vont faire. On va regarder ce qu'ils vont faire. Quand on leur dit non, c'est de la provocation, qui provoque qui? Nous on dit on a notre candidat, on dit qu'on vous provoque, on provoque avec quoi? Chers amis, parfois je veux de l'humour pour détendre l'atmosphère, mais c'est toujours qui est comme ça. C'est le sommet de notre lutte. C'est la finalité de notre lutte. Et ça, quand on est au bout de la finalité, on ne joue plus. On est au bout, on ne va pas. Oui, le peuple, oui. Alors, j'ai oublié quelque chose. Vous savez, depuis 2011, j'avais compris, nous on avait compris le plan que les gens avaient organisé. Les gens ont traumatisé les peuples. Ils ont traumatisé. Mais le rôle des leaders, le rôle de celui qui dirige, c'est de permettre au peuple de se débarrasser de ce qui est la peur, des entraves. Et c'est ce à quoi nous appelons. Quand nous organisons, que nous sommes sur le terrain et que nous avons des missions, que les gens parlent et que nous faisons comme tout, on n'entend pas, on avance, c'est pour casser cette peur-là. Oh, je crois qu'on n'est pas loin de là. On n'est pas loin de là. Voilà. Les Ivoiriens sont prêts à nous accompagner dans ce combat. Mais à condition que nous nous montrons dignes d'eux. À condition que nous nous montrons dignes. S'il perçoit en nous quelques hésitations ou tergiversations, le peuple va rentrer dans sa coquille. La politique, c'est toujours un rapport de force permanent. Donc, rassurez-nous, notre rôle, c'est ça. Et c'est pourquoi je suis ici pour vous parler. Et comme je sais que je parle ici, on m'entend ailleurs, donc quand je parle à tout le monde. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fait la tribune de PAP. On a compris qu'il fallait que nous cassons et que nous abordions, nous affrontons le gouvernement sur cette certain nombre de questions. Et c'est pourquoi nous avons fait la tribune de PAP. Oui, je sais que ça c'est une grosse attente de la diaspora. C'est ma question, monsieur le ministre. C'est toi? Oui, c'est ma question. Ouais. Alors, je veux vous dire que le président ne vous fuit pas. Ça, je vais vous le rassurer. Il ne vous fuit pas. Je pense que c'est dans son schéma, dans son programme. Là, à quel moment il va les dérouler, je ne sais pas. Mais il sait qu'il a un besoin de communiquer avec vous. Là, on le sent. Nous-mêmes, nous travaillons là-dessus. Et donc, rassurez-vous, le président ne vous fuit pas. Je ne peux pas dire si c'est dans sa prochaine visite qu'il vous le fera. Je n'ai pas du tout cette attitude, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais dans tous les cas, ça fait partie de notre programme de travail. Et je pense que ça se fera. Le président le fera. Alors, s'il vous plaît. On entend beaucoup cette question de l'union de la gauche. Vous savez, je vais me permettre en 5 minutes de vous faire un rappel historique des luttes des classes, qui détermine le paradigme gauche-droite. Aujourd'hui, posons la question, qui est vraiment de la gauche en Côte d'Ivoire? On ne sait pas. Moi, je pose la question. Parce que moi, je connais Katina. Je ne veux pas de gauche et puis pour la bas et la. D'une façon ou d'une autre, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être de gauche, me réclamer de gauche, et puis être
question est au débat. Hein. Aussi, est-ce que nous commençons à mener la réflexion? Oui, il nous faut un rassemblement, mais autour de quel paradigme? Est-ce qu'aujourd'hui, la bataille en Côte d'Ivoire, la division, l'articulation de la société, est-ce que c'est autour d'un conflit de classe sociale qui détermine donc le choix gauche et droite? Ou alors est-ce qu'il y a un nouveau paradigme qui impose et qui veut que nous nous organisons autour de ce nouveau paradigme-là? Oui, je pense qu'il y a un nouveau paradigme qui s'impose, qui n'est plus le paradigme gauche-droite, qui est le paradigme de la souveraineté. Quels sont les Ivoiriens qui sont déterminés à nous accompagner dans notre combat pour la dignité et la souveraineté du peuple ivoirien? Qu'il soit du GPS, qu'il soit même du PDCI, qu'il soit du RHDP même, que partout, et qui pensent que oui, ceux-là ils sont dans le vrai. Parce qu'aujourd'hui, notre point d'ancrage de notre lutte, ce n'est plus un problème de conflit social, de classe sociale, comme ça a eu lieu en Europe. Et que ça continue. Quand moi j'ai lu le programme du gouvernement que le nouveau fonds populaire j'ai compris, effectivement, la question est encore récurrente ici. Il y a fondamentalement encore des clivages sociologiques et sociaux qui sont forts et autour desquels on peut faire effectivement une articulation des opinions politiques. Mais chez nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en Afrique, quelle est l'articulation? Quelle est l'articulation? C'est la souveraineté des peuples africains. Ceux qui sont prêts à nous accompagner, oui, on se rassemble autour de ça. Mais l'histoire de gauche, je m'en méfie parce que j'ai du mal à savoir aujourd'hui qui est vraiment de la gauche et qui n'y est pas. Ça fait 12 ans dans ce combat, hein, depuis 2011, ça fait 13 ans dans ce combat, hein, et même bien avant. Le clivage politique n'est plus de l'ordre des clivages sociaux, du conflit social. Il est d'ordre fondamentalement idéologique tourné autour de quel est le nouveau paradigme de l'action politique en Afrique. C'est la souveraineté et le problème. L'envie de souveraineté, on les a tous partout, dans toutes les parties de la Côte d'Ivoire. C'est sur ça qu'il faut. Quand vous parlez, pardon, du Sénégal de Sanko, ce n'est pas des Sénégalais de gauche qui ont voté Sanko à 100%. C'est tous les Sénégalais qui ont compris que voici l'acte autour duquel le peuple doit pouvoir s'organiser, et c'est ce que nous fait. Notre offre qui va être sortie, qui est notre programme de gouvernement, qui est l'offre que nous allons proposer, et cette offre autour de laquelle nous allons appeler au rassemblement de ceux qui veulent se rassembler autour de nous. Ça peut être nos anciens camarades qui veulent, qui sont sincères et qui veulent venir, oui. Mais je ne marche plus, en ce qui me concerne, sur le fétichisme gauche et droite. Je ne crois pas que ce soit réel aujourd'hui dans l'état de nos combats. Mais l'action qui nous intéresse aujourd'hui, comment nous faisons pour sortir nos peuples de la domination, et c'est ce axe-là qui va s'organiser autour de ça. Oui, Michel Gbagbo. Non, camarade, il y a des choses qu'il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est pas juste. Michel Gbagbo ne collabore pas avec Pitougo. Michel Gbagbo, il est député. Et en tant que député, il siège dans une commission. Et donc, il arrive que le président de l'Assemblée nationale, qui à ce moment-là, moi je ne le dis pas comme RHDP, il est le président de l'Assemblée nationale. Donc quand il veut voyager par exemple et qu'il a besoin que tous les groupes parlementaires soient présents, il peut dire à Hubert Oulaye, viens avec moi. Mais ça ne fait pas de Hubert Oulaye un collaborateur du Togo. Ça ne fait pas de Michel Gbagbo qui est dans ses fonctions, dans sa mission de parlementaire. Il n'est pas le député du Togo. Hein.
Ce n'est pas un député de Bitogo. Il est député au même titre que Bitogo. Donc, il n'est pas le collaborateur de Bitogo. Il fait sa mission de député. Il faut que les choses soient clarifiées. Pourquoi on continuer d'aller non. Au niveau de la mairie. Au niveau de la mairie. Bravo. Au niveau de la mairie. Au niveau de la mairie, pour qui comprend la mairie de... Oui, le Pougon. Le Pougon. Parce que c'était son conseiller et que tu as les liens. Mais pourquoi il a été mon candidat contre lui? C'est un conseiller d'opposition. Il est dans le conseil municipal, il est dans l'opposition. Mais attention, c'est de ça que vous parlez. Mais oui, mais il faut expliquer qu'il est un conseiller d'opposition. Je pensais que c'était... Mais oui, c'est ça qu'il faut expliquer. Ah non, alors je vous explique. Moi qui te parle là, on m'a battu à Port-Boué. Mais je suis dans le conseil municipal de Port-Boué. Oui. Voilà. D'opposition. Proportionnelle. Voilà. À la majorité. C'est-à-dire que voici, il y a besoin de formation. Mais oui. Quand nous allons aux élections locales, la liste qui gagne est à 51% déjà du conseil. Les 49% qui restent sont partagés proportionnellement aux voix obtenues par les différentes formations politiques. C'est pourquoi Michel Gbagbo, en tant que candidat du parti, et donc premier tête de liste, est dans le conseil municipal à cause de la proportionnelle. Mais il n'est pas il n'est pas un conseiller du Togo. Moi, je ne suis pas pour le conseiller de moi. Je suis conseiller municipal. D'opposition, il faut préciser. Voilà, il faut préciser. Sinon, les gens ne comprennent pas. Voilà. Il faut que ce soit clair. Non, ça, vraiment, ne fait pas la telle constitution. Ça existe ici, hein? C'est ce qu'on appelle la gestion collégiale des collectivités. Oui. Donc, Michel Gbagbo n'est là-bas à la mairie. Si c'est ça vraiment comme question, Michel Gbagbo est à la mairie parce qu'il a été élu conseiller municipal de l'opposition. Voilà. Ça. C'est ça qu'il faut expliquer. C'est ça. Oui, sur la liste des documents fournis, nous nous battons, évidemment, la liste de la carte nationale d'identité. C'est pourquoi, parmi nos revendications, nos batailles, nous voulons que la carte nationale d'identité soit gratuite. Parce que, ce nom-là, c'est trop compliqué. Il faut 5 000 francs. Mais ça peut paraître anodin, ça peut paraître. Mais chez moi, là-bas, là, il y a quelqu'un qui a payé 5 000 francs. Et puis, il se déplace pour aller. Il va prendre d'abord voiture, pour aller à la sous-voiture, ou bien à la mairie, pour aller établir son papier, son extrait de naissance. Avant de faire son certificat de santé à la justice, avant de faire ta carte nationale d'identité. C'est trop cher. Donc, dans notre bataille, effectivement, nous nous battons pour que les cartes nationales d'identité soient gratuites. Parce que, pour nous, effectivement, la pièce qu'on a fournie, c'est la carte nationale d'identité. Parce que les faits de naissance, il n'y a pas de nationalité là-dessus. Il n'y en a pas. Oui, alors, camarades, c'est de ça que nous parlons. Nous, le parti, notre stratégie, effectivement, c'est de pouvoir organiser toute l'opposition autour d'un certain nombre de valeurs fortes. Et je vous ai dit ces valeurs fortes-là, aujourd'hui, qui nous concernent, c'est la question de la souveraineté et du panafricanisme. Qui est pour nous, tout à l'heure, ça rejoint la première question hein, sur la Russie. Qui est pour nous la condition sine qua non pour nous positionner dans le nouveau monde qui est en train, le nouvel ordre qui est en train de se reconstituer. Si nous n'avons pas ça, c'est pas la peine. Donc oui, la stratégie, nous l'avons. Nous pensons que j'ai quelque chose en train de travailler. Certainement, à un moment donné, on va se rencontrer si cela est nécessaire pour faire la stratégie globale. Mais comme je l'ai dit, le moment n'est pas aujourd'hui pour qu'on puisse nous les dévoiler. Mais oui, il y a la nécessité qu'effectivement qu'on aborde une stratégie qui nous permet d'arriver à la conquête du pouvoir que nous cherchons.
Oui. La question de la dette, dans le programme du gouvernement que nous sommes en train d'élaborer, nous sommes en train de mettre en place une stratégie par rapport à ça. Il va falloir qu'effectivement, cette question, on affronte de façon frontale. On affronte sans hésitation parce que ça va conditionner beaucoup de nos problèmes. Et c'est là où, justement, on voit la différence entre les hommes d'État et les hommes de pouvoir. Un homme d'État qui gouverne, tu t'inquiètes toujours de quelles seront les générations futures après moi. L'homme de pouvoir, il gouverne pour qu'on le voit. Ah oui, j'ai fait ici, c'est moi. De sorte que quand je parle là, ils ne sont pas capables de faire ça, on va dire, ah, moi, me regretter. Mais si on regrette un homme politique, c'est qu'il a échoué. Et je disais toujours dans mes dates, que ce soit quand j'étais ministre, comme j'étais directeur, le jour où je quitte mon poste, et que les gens disent, quand il était là, c'était comme ça, c'est que je n'ai pas été capable de mettre une structure qui permet aux gens de pérenniser ce que j'ai fait. C'est la même chose. Donc la question de la dette, c'est me bouler. Et stratégiquement, nous sommes en train de travailler pour voir comment nous allons, dès qu'on arrive, comment nous allons affronter et nous avons des pistes. Nous avons des pistes. Et puis, des pistes, il faut absolument qu'on arrive à créer une économie qui génère effectivement une richesse nationale. Je vais vous montrer un exemple. Le métro, on construit notre ligne. On construit à 2 milliards de 80 milliards de dollars. Je vous pose la question. Vous pensez que qui est gagnant dans cette opération? C'est qui le conseil? Nous, là, on ne fabrique pas des rames. Le système électronique, on ne sait pas nous qui le faisons. Les rails, même, ça vient de l'étranger. La seule chose qu'on prend, c'est les camions. On met en les rails. Et encore, les considèrent d'entreprises plus étrangères. À quel moment, excusez-nous, ce train qu'on a fait, les grands travaux là, on profite. Ça ne profite pas de l'État. C'est ça la question des grands travaux en Afrique. Et même nos partenaires russes et chinois font ça. Parfois en pire. Ils te construisent une route. Mais l'ingénieur jusqu'à l'ouvrier. C'est eux qui sont là-bas. Donc, ils te font un prêt d'1 milliard, mais le prêt retourne chez eux 1 milliard. Donc, c'est tout ça que nous devons revoir. Et c'est pourquoi, avant d'aller voir d'autres partenaires, il faut que nous allions avec des idées claires de ce que nous avons envie de faire. De ce que nous avons envie de faire. La question de la dette, tous nos programmes de gouvernement tournent autour de ça. Comment nous allons l'arriver? Structurellement, il ne faut pas la faire de façon circonstancielle. Il faut restructurer l'économie pour régler ça. Si nous arrivons à créer une économie où nous arrivons à prendre au moins 20% du PIB à le transformer en recette fiscale, ça va nous amener à diminuer nos dépendances, la dette. Mais quand nous allons rester dans les 10%, 12% de la dette, parce que si tu n'es pas capable de transformer ton produit intérieur brut, ton PIB, une partie en recette fiscale, ça veut dire dans la réalité que ta croissance elle est appauvrissante. Donc il faut revoir tous les fondements de l'économie. Donc ce n'est pas une question circonstancielle où on prend ponctuel, il faut restructurer tout. Et surtout l'État que nous sommes en train de travailler. Le programme gouvernement, nous travaillons par rapport à ça. Mais on va faire le dit de la dette. Quand on leur dit ça, ils disent, non, le problème. Il n'y a pas à avoir peur.
Ah non, il dit ça, c'est pour. Il ne veut pas pardonner, il veut venir faire. 35 000 milliards de dettes. 35. Tu vas partir dans 35 000 milliards de dettes. On fait quoi? Et je viens, je dis, bon, c'est bon, oui, bon, on continue. Non, on fait l'audit. Pour voir, peut-être on peut faire dans ça. Mais c'est pas de dire comme quelqu'un, maintenant c'est l'audit qui dirige, bon, ça c'est l'audit qui s'est dirigé. Mais pourquoi nous disons ça? Parce que nous aussi, si nous prenons le pouvoir, quand nous allons prendre le pouvoir, il n'est pas si, quand nous prenons le pouvoir, C'est ça qui est la vérité. il faut que nous gérions en tant que responsables. Donc, si nous faisons l'audit, la gestion des autres, ça veut dire que nous, là, on s'attend qu'on vienne faire notre audit aussi après. Mais généralement, les pays africains n'aiment pas faire l'audit de leurs prédécesseurs parce qu'ils ont peur qu'on audite sur les sociétés viennent auditer pour eux. Mais qui n'a pas peur, toute ta gestion est claire, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? C'est pour ça que nous, on est heureux. Quand on dit, pour des fois, des BCA, on dit, ça nous fait rire. Parce que c'est parce qu'ils ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé, tous ont trouvé de mentir. Crier faux, c'est faux. Si la BCA avait dit, on m'a volé, voici la preuve, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes les seuls voleurs au monde où personne n'a été volé. Et là, on dit que tu es voleur. Mais personne dit, il n'y a pas une victime du vol. On dit, malgré ça, tu es voleur. Comme si tu me dis que je t'ai volé une bicyclette et une voiture, quand on envoie les preuves, il ne faut pas envoyer les preuves d'une bicyclette. Parce que la tirée, ce n'est pas la voiture. Donc, il faut que nous mettons du sérieux dans la gestion de nos États. Et la Côte d'Ivoire, je vous dis quelque chose. Ce pays-là, c'est un pays qui a les reins solides. Ce qui manque à ce pays, c'est un leadership clair, une responsabilité collective, et que les gens apprennent à s'imposer les règles d'un État. Parce que si un militant me dit, vous là, quand vous allez venir, quand Ouattara gouverne comme ça, c'est-à-dire que toi, tu ne sais même pas ce qu'on fait là. Parce que si moi je gouverne comme Ouattara gouverne, si nous gouvernons comme Ouattara gouverne, nous condamnons notre pays tous les jours. Vous êtes dans chez eux, ils sont. Et l'argent là, quand tu prends, tu vois, ils cherchent l'argent chez moi. Ils cherchent là, 5 francs te contrôler, ils te serrent à la boîte, tu sors. Ici, ta cour des comptes, elle te fait un travail, tout est compte. C'est parce que vous n'avez pas le temps de lire les rapports des cours des comptes. Mais c'est incroyable. Chez nous, on fait comme si on a raison. Ce sont les recettes des peuples. Ce n'est pas ton argent. On est fort dans nos pays là. Les gars, il arrive, il n'a même pas 200 000 francs dans son compte. Et puis, 6 mois après, il est milliardaire. Et on applaudit. Et c'est eux là qu'on applaudit. On dit, il faut faire comme lui. Si nous tous on fait comme lui là, comment on va sortir nos pays de cette situation? Voilà, on a fait un truc. Bon, je présume qu'il y a plus d'autres questions. Encore quelques questions? Allez-y. En 35, Ok. je vais donc commencer par Madame la camarade Ballot. Camarade inspecteur, vous dites là. Enchanté. Madame, oui, je vais pas d'abord. Odile Ballot, deuxième personne. Oui, non. Deuxième personne. Comme Denise. Troisième personne.
Il est où lui-même? 4 personnes. Ah, j'ai trop fort, il n'a pas un nom. Votre nom? Abraham Poku. Abraham Poku. Abraham Poku. Oui. Votre nom? Dago Omar. Dago Omar. Omar. 6e. On s'arrête là? 5 c'est bon. 5 c'est bon? Ouais. Ok, merci. Ouais, Petit Ballon. Dans 2 minutes. C'est pour ça qu'il faut commencer à aller. Bonjour Monsieur le ministre, bonjour à tous les camarades. Je suis Olivier Ballot, délégué en charge du socio-professionnel dans le cabinet de la représentation France. Alors, on n'entend pas. Vraiment, c'est une question qui me préoccupe énormément parce qu'on constate que quand on fait la même chose, dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, avec les mêmes données, on a forcément les mêmes résultats. Pour moi, à part le contexte politique international qui a changé, j'ai l'impression qu'on est en train de faire les mêmes choses, dans les mêmes conditions, avec les mêmes données. On parle de démocratie avec des personnes qui ne pratiquent pas la démocratie. Parce que c'est comme moi, je parle gourou, c'est ma langue, et puis il y a quelqu'un qui parle chinois. Donc je lui dis bonjour, lui pense que je lui dis autre chose. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de morts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de camarades qui sont démobilisés parce qu'ils se disent que on va aller encore. Quelles conditions qui a changé, à part le contexte Le micro. Ou certaines personnes peut-être qui ont compris un peu, le but du combat. Comme vous avez dit, c'est le panafricanisme, c'est la souveraineté. Il y a des gens qui ont compris. Mais en dehors de ça, franchement, je ne vois pas ce qui a changé. Alors, est-ce qu'on va repartir encore, nous, naïvement démocrates, naïvement faisant confiance au vote, et puis on va avoir encore les mêmes résultats, on va se mettre dans les rues, on va être tué, on va être embrigadé, il y a des gens qui sont en train de mourir à la Maka, et après on va dire encore oui, marchons, on va continuer encore. Moi je dis, si on garde les mêmes conditions, moi je suis très pessimiste. Alors monsieur le ministre, est-ce que, je sais que vous ne pouvez pas dévoiler comment on appelle ça, toute la stratégie, mais je ne sens pas dans tout ce que vous dites quelque chose qui me fait espérer que on aura quand même du répondant. Donc si vous avez peut-être des éléments pour encourager ou bien pour nous donner de l'espoir, parce que la démocratie en Afrique, c'est ça. Laissez-la parler. Voilà. Laissez-la finir. Allez, beaucoup là. Bonsoir Monsieur le ministre, merci d'être venu nous voir. Moi je me présente, je suis Reine Denise Anon, je suis en charge de l'encadrement de la jeunesse. Donc Monsieur le ministre, aujourd'hui, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, on constate que la politique ivoirienne est dominée par les mêmes acteurs politiques. Donc on dit souvent c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes. Et qu'entend faire le PPACI pour intégrer cette jeunesse justement dans cet espace politique? Moi je prends par exemple, un exemple chez moi dans la région de Lamé. Dans la région de Lamé, avant c'était 100% le président Gbagbo. Aujourd'hui on constate que quand tu vas chez nous, dans la région de Lamé, aujourd'hui tous ces jeunes en fait qui ont été formés par vous, le FPI, tous ces jeunes aujourd'hui se sont rattachés au ministre Partikachi, qui est notre président du conseil régional. Et ce sont ces jeunes-là qui ont gagné aujourd'hui à la mairie d'Agou. Parce que ces jeunes, lorsque tu leur demandes, ils nous disent non, le PPACI, entre guillemets le FPI, ne nous font pas confiance. Donc eux, ils nous font confiance. Et ils ont mis dans cet espace politique et aujourd'hui, ils ont gagné face à nous. Donc, qu'est-ce que le PPACI compte faire en fait? Des personnes comme moi ou d'autres qui se disent qu'aujourd'hui,
je suis connue chez moi, je fais des actions chez moi, j'ai envie demain de devenir député ou maire ou autre. Qu'est-ce que le PPACI peut faire pour ces jeunes? Parce qu'on parle beaucoup de jeunesse, mais on a comme l'impression qu'on ne met pas assez la jeunesse. Voilà. Merci, monsieur. Camarade. Bonsoir Monsieur le ministre, je suis Abraham Oukou, membre du groupe de la jeunesse PPACI France. Ma question va surtout être centrée sur ce que vous avez dit, la lutte contre la corruption. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous avez dit on ne va pas revenir au pouvoir, on fait la même chose que le pouvoir actuel, est-ce qu'il y aurait un accent qui sera réellement porté sur cette lutte-là, où on aura des institutions fortes pour pouvoir contrôler l'action gouvernementale, c'est-à-dire pouvoir même poursuivre des ministres au fait qui sont coupables de faits de corruption devant la justice, afin de pouvoir justement ne pas idéaliser ces personnes-là qui au final sont des personnes qui volent nos ressources au fait. On aime bien dire, monsieur le ministre, mais non, tu es un voleur, tu as volé l'argent des Ivoiriens, tu as volé l'argent qui devait servir à construire peut-être des hôpitaux et tout. Donc est-ce qu'avec l'avènement du PPACI, le retour du PPACI en 2025 au pouvoir, il y aura vraiment cet accent porté sur la lutte contre la corruption et aussi la réduction du train de vie de l'État? Quand on regarde aujourd'hui, on a un gouvernement pléthorique, beaucoup d'institutions qui peut-être ne servent pas à grand-chose. Est-ce qu'on aura le courage politique de se dire qu'on va supprimer des institutions qui peut-être servent à caser certains cadres, qu'on se le dise, quand on arrive au pouvoir, on essaie de caser certains amis et tout. Mais est-ce qu'on aura ce courage-là de supprimer ces institutions-là qui ne servent pas à grand-chose et de réduire notre train de vie de l'État? Parce qu'au final, on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, c'est un père de famille qui n'arrive pas à nourrir ses enfants, mais qui roule dans une Mercedes GLE. C'est un peu l'image que j'ai avec la gouvernance du président Ouattara. De Ouattara. De Ouattara. Voilà. Il était président, hein, c'est pas trop. 4 personnes. Bonjour, monsieur le ministre Kone Kadima. Je me nomme Raymond Aki. Ma préoccupation à moi, c'est la présence de l'armée, de beaucoup d'armées étrangères en Côte d'Ivoire. Et quand je parle de ça, je pense tout de suite à l'armée française qui occupe, parce que c'est ce qu'il faut dire, notre pays est occupé militairement. Alors, qu'est-ce que le PPACI prévoit faire pour lever cette occupation? Merci. Monsieur le ministre, et je suis personnellement enchanté d'être en face de vous, parce que partout où je vous suis, vous êtes brillantissime. Et je reconnais que c'est une fierté pour le PPACI. Ma question est celle-ci. Avant de déballer ma question, je tiens à préciser que je ne suis pas un bac en guerre, mais je veux que cela soit clair. Parce qu'il y a un homme politique qui m'a dit comme ça que dans le cas contraire, où Babou n'est pas sur la liste électorale, on va poser l'élection. Je vais maintenant poser ma question. Et si d'aventure, on sait ceux qui sont au pouvoir, on sait leur je m'en foutisme. Si d'aventure, Modicus décide de ne pas inscrire le président Laurent Gbagbo, je suis enchanté de tout ce que vous avez dit qu'il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas AEP. Ça, on enlève cette option. Mais si d'aventure, ils ne veulent pas inscrire le président Gbagbo, est-ce que le PPACI a un plan B? Ah, il n'y a pas plan B. Ah oui, il n'y a pas plan B. On va se battre. Je reprends. S'il vous plaît, je reprends, je vais articuler. Voilà. Je dis, on a dit tout de beau que si d'aventure, s'il vous plaît. Laissez-le parler, laissez-le parler. Je dis que nous sommes tous d'accord dans cette salle que nul, on ne choisira aucun autre candidat à part le président Gbagbo. On est calé là-dessus. Je réponds à ma question. Je lui cite d'aventure. Ceux qu'on a en face de nous, Modicus, ne veulent pas inscrire le président de Gbagbo, puisque eux, ce n'est pas en guerre. Est-ce que le FPI et le PPAC, qui est un parti démocrate, mon souhait,
serait qu'on prévoit un plan B. J'espère pas t'en comme je dis. Il n'y a pas de plan B. Non, mais... Oui, attendez, laisse. Vous n'avez pas compris. Si, la Ton téléphone, Omar, ton téléphone. Tu vas casser ton téléphone. Bon, on va écouter maintenant. Est-ce qu'on peut écouter? Monsieur le ministre, monsieur le ministre, le micro. Voilà. Alors, oui, est-ce qu'on peut parler de démocratie de ma soeur, notre camarade Pauline sceptique, parce que nous avons en face de nous des gens qui comprennent qu'un seul langage. J'aime bien cette image-là. Oui, pour répondre sur l'image, c'est comme si nous, on nous entraînait à jouer au football. On était très bons joueurs de football. On nous invite pour un tournoi de football. Et quand on arrive, on nous envoie un adversaire, il joue au rugby. C'est compliqué, hein? C'est même pas les mêmes conditions. Au football, il faut 11. Au rugby, il faut 15. Et puis il y a la main et le pied, c'est pas pareil. Et puis là-bas, là où on te donne 14 jours, 14 rouges de football, là-bas on t'applaudit. C'est ce qui se passe. En fait, je prends une image. C'est difficile de jouer tel match. Mais voyez-vous, regardons notre histoire. Ce combat-là que vous êtes en train de dire, la question s'est posée dans les années 70-80 à nos défensiers qui luttaient. Est-ce qu'il fallait se battre avec les éléments démocratiques contre le fouet, ou il fallait opter pour la révolution armée? Oui, nos défensiers, le président Laurent Gbagbo, c'est défensif, le problème s'est posé à eux. Et lui, il a pris cette option de la phase de la il a dit, et il a été mis en minorité, hein. Des gens m'ont même dit qu'il a vendu la lutte. C'est ça. Il a dit non, je fais cette option. Et nous allons gagner avec cette option. En 90, quand on a commencé, on nous a dit, vous là, vos chaussures vont finir. Personne ne croyait. Le problème de la lutte politique, c'est la constance ou l'inconstance. Oui. Est-ce qu'avec des armes démocratiques, on peut défaire un mouvement autocratique? Oui, on arrive. Quand on envoie le président Laurent Gbagbo à la CPI, moi j'ai eu la chance de son porte-parole, j'ai visité beaucoup d'autorités dans les autres pays. Mais quand il a parlé de retour de Gbagbo, là, qui était là, comme ça, il dit, lui, là, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est pas fou? Moi, il y a un chef d'État qui m'a dit, maintenant, là, t'es fou. Nous l'a dit même. C'est notre détermination. On n'a pas besoin de prendre une arme pour que ce soit. On a vaincu tout un système par notre détermination. Ça, parfois, on minimise nos victoires parce que parfois, nos méthodes, on pense que en minimisant nos victoires, nous minimisons nos propres méthodes. Or, ce sont nos méthodes qui ont fait que nous sommes arrivés à ça. Ce pays a fait tout pour ne pas nous tous nous devenir fous. Parce que nous tous, si nous sommes fous, on va gâter le pays. Il faut qu'effectivement, il y ait une partie qui ait la sagesse et qui croit à ces méthodes. La division en Côte d'Ivoire est très profonde. Elle est très grande. Si nous glissons, nous tous, sur la voie de l'orientation violente, comme ceux-là le font, nous allons détruire notre pays. Nous allons détruire notre pays. Parce que moi, j'ai le gros sur le cœur.
Là, si je prends ma machette là, ça va être compliqué. J'ai gros sur le cœur. Mais est-ce que parce que j'ai gros sur le cœur que je ne dois pas regarder derrière ce que je vais laisser à mes enfants comme pays? Est-ce que parce que ceux-là, ils sont en train d'amener le pays dans le gouffre, que je vais prendre le même chemin qu'eux? Camarades, on va gagner ce combat-là. Tatou! Avec nos méthodes, on va gagner ce combat. C'est le jugement de Salomon. La seule chose, ne doutons pas. Moi, à chaque fois, j'entends les deux, mais on est là, bon, comment Babou, est-ce que Babou va sortir? Je dis, moi, je ne me pose pas la question, est-ce que Babou va sortir? Il va sortir. Ma question, je dis, je fais quoi pour que Babou sorte la CCI? C'est ça ma question. Et même quand je n'avais pas dit pour moi mon banco, cette seule question-là, interrogation, était ma source d'énergie. Croyez à la détermination pacifique des peuples. Ça change beaucoup de choses. Tous les grands combats n'ont pas été menés gagnés par le pouvoir. Nous allons gagner le combat. Confiance. Ah oui, les camarades. Camarades, beaucoup de nos jeunes sont partis chez la patrie parce qu'ils sont dans son idéologie. Hein. Ils sont là parce que tu es Premier ministre. Non, je vous la vérité. On se connaît dans ce pays. Camarades, il n'y a pas un parti qui fait la promotion des jeunes autant que le PPAC. Autant des autres PFP. Il n'y en a pas. Aujourd'hui même, vous prenez le maire de Lakota. Il a quel âge? C'est nous. On a présenté beaucoup de jeunes aux élections. Ce que nous voulons que nos jeunesses comprennent, qu'elles comprennent le sens de notre combat politique. Et je suis heureux que vous soyez là. Je suis heureux que vous soyez là, ma camarade. Que vous soyez sur ce chemin-là, qui n'est pas un chemin facile. Notre parti, là, ça se renouvelle. Moi, je vous parle, c'est vrai que j'ai la même chose avec vous. Mais je suis. Il y a longtemps, je suis dans le parti. Mais je n'ai pas une figure nouvelle. Mais il y a longtemps, je suis dans le parti. Oui, justement, ce combat que le président a engagé, et si vous lisez notre programme de gouvernement, vous allez voir, la place de la jeunesse, c'est le cœur de notre programme de gouvernement. La place de la jeunesse. Nous ouvrons les vannes pour que effectivement les jeunes viennent. Et les femmes. Parce que c'est les deux qui nous manquent beaucoup dans la bataille. On a prévu dans nos têtes un quota pour les femmes. Mais pour les avoir, c'est compliqué. C'est compliqué. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, elles sont brillantes. Elles assument la convention qui a organisé la convention. C'était un succès parfait. Nous demandons aux femmes de finir au combat politique. Nous demandons aux jeunes de venir dans le combat politique. Vous avez la place. Le jour où vous voulez être candidat dans l'armée, venez me voir. Je vais vous accompagner. C'est tout. Je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'effectivement on commence à préparer la création. Mais ce pour lequel je ne suis pas d'accord, c'est cette question de dire non, lui là il est trop vieux pour être candidat. J'ai dit aux gens en Côte d'Ivoire, on n'a pas un problème d'âge. Parce que c'est un problème d'âge, il est plus jeune que Ouattara. Et Biden. Donc, il faut que
nous nous articulons autour de l'essentiel de notre combat. La jeunesse, vous avez notre part de responsabilité. D'ailleurs, ce combat-là, c'est pour vous que nous le menons. Nous le menons pour que, et nous sommes heureux que vous soyez là, pour que vous preniez la relève. Ça, c'est important. Et puis, deuxièmement, on ne peut pas gagner l'élection sans vous. On ne peut pas gagner le combat sans vous. Et je suis d'accord avec vous qu'on n'a plus le droit de faire de la jeunesse des marche-pieds. Ils doivent être nos égaux dans ce combat-là. Vous êtes nos égaux dans ce combat-là. Affirmez votre volonté, votre détermination, votre ambition politique. Ne regardez pas votre âge. Affirmez votre volonté politique et on va vous accompagner. Amen. Oui, cher ami, c'est ça. Toute la bataille que nous menons pour changer les données. Vous savez, le pouvoir, il y a deux sortes de pouvoir. Quand un régime a la légitimité forte, ce régime, il n'est pas prisonnier du camp. Il n'est pas prisonnier de son camp. Or, le régime Ouattara est prisonnier de son camp parce qu'ils n'ont pas de légitimité. Ils n'ont pas. Ça, c'est la science politique, c'est la science politique. Un régime qui a une légitimité forte, quand un président a une légitimité, il n'est pas prisonnier d'un camp. Alors, il faut que je mette ici. Parce que je t'assure, les institutions, moi, je ne les connais pas. Président de la République. Nous sommes le seul pays au monde qui a un président, un vice-président et un premier ministre. Un haut représentant. Et puis, haut représentant du président. C'est pas évident. Bon, on a une multitude. Dans un pays où il y a des gens qui ont du mal à manger, vous multipliez ça. Et c'est pourquoi je dis, nous, on n'a pas le droit d'imaginer de gouverner comme eux. Mais pourquoi? Je vous dis, les jeunes là, il y en a qui veulent faire la politique, mais il y en a qui n'ont même pas besoin de rentrer dans l'administration, ils veulent qu'on crée des conditions qui puissent leur permettre de s'épanouir et de faire des villes, d'organiser leur business, de faire leurs affaires. C'est pas tout le monde qui a envie d'aller travailler dans c'est parce que quand les chemins sont bouchés et que ces jeunes ne savent pas où aller, alors ils disent, bon, on va dans l'administration. Il y en a plein qui s'en fichent. Notre rôle, c'est là de créer les conditions pour que ces jeunes ne s'épanouissent pas. Vous savez, je leur ai dit une fois, ils sont venus comment on appelle, à Corps Bédouin, à Paris. 2016. Et ils n'ont plus d'engagement. Parce que là, ils ont un peu d'argent. Ils vont prendre. Et ils ne cherchent même pas à savoir les conséquences qu'ils vont prendre. Si c'est bon, c'est pas bon. Ils prennent. Tout l'argent, ils prennent. Oui, il y a l'argent, ils sont là-bas. Mais c'est pas tout l'argent qu'on prend. Il y a de l'argent toxique. Est-ce que c'est de l'argent toxique? Le faux bout. Ils n'ont plus des mesures. Nos parents essaient de se débrouiller pour envoyer les véhicules de seconde main pour que les gens fassent. Ils ont dit non, nous on est venu au COP 21, les gens disent on n'a qu'à lutter contre la pollution et le changement climatique. Donc on interdit l'importation de véhicules. Ok, moi il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais ça, quelle alternative tu offres? Mais comme il n'y a pas d'alternative, les gens ont besoin de survivre. Quand vous arrivez à Abidjan, les Waroro, les taxis, c'est Waroro. Ceux qui sont plus âgés, nous, qui sommes dans la salle, ils sont plus vieux que certaines de ces voitures, on n'est pas nombreux. Non, mais je vous dis, mais lui c'est sa survie. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, je ne peux pas importer, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est là, ça ne va jamais mourir. On est ensemble. Il survit avec. Donc la ville d'Abidjan est surpoliée
alors qu'ils ont pris des mesures en pensant de lutter contre la pollution. Mais l'homme a besoin de survivre. Tu l'empêches d'avoir accès à ce qu'il veut. Il se débrouille avec ce qu'il a. Donc vous, ils mettent la voiture, ça sort. Tu m'étonnes. Il ne peut pas leur dire qu'il ne pas le faire parce que c'est la survie. Donc vous avez pris une mesure, parce qu'on vous a donné quelques prébendes, quelques sous, vous avez pris une mesure en disant que c'est pour lutter contre la pollution. Or, cette mesure a effectivement contribué à accentuer la pollution. C'est tout ça que nous devons regarder. J'ai posé une question à quelqu'un. J'ai dit, mais pourquoi vous pensez qu'en Afrique, on accepte des choses? Dans notre gouvernement, on en parle. Pourquoi voulez-vous que Total contrôle tous les cycles de production de pétrole jusqu'à la pompe? Pourquoi? À quel moment, moi, les jeunes qui sortent et qui ont besoin de travailler, je peux les faire des hommes d'affaires? Je le ferai comment? Il y a quelle technique pour prendre le pétrole pour faire dans la voiture de quelqu'un là? Pourquoi Total doit contrôler tout? Non. On va dire Total qui fait l'exploration, qui vient vendre en gros, mais le détail est là. C'est une affaire de jeunes ivoiriens. Les stations-service, elles doivent appartenir aux jeunes, aux Africains, aux Ivoiriens. Quitte à vous louer, on donne des loyers, ok. Mais si vous faites en haute mer, vous êtes dans la raffinerie, vous êtes dans le stockage, vous êtes dans la vente, et vous êtes à, comment on appelle, à la pompe. Mais à quel moment voulez-vous, comment voulez-vous que moi je lutte contre cette jeunesse-là qui est son cabine de travail? Pourquoi je vais accepter que Cargill soit obligé d'aller jusqu'à Miyagi, à Tipa ou à Oumene pour aller Prendre le cacao. À quel moment nous allons faire une division du travail pour qu'effectivement permettre à nos gens de faire? C'est ce que les gens attendent de nous. Créer les conditions pour les rendre libres, entreprendre où ils veulent entreprendre. Ne pas être confrontés à la corruption qui va mettre des charges inutiles, ils veulent les dévoiler. Moi j'ai rencontré des jeunes ici. J'étais à Optique, en train de lunettes. Un jeune du Nord qui m'a approché. Il m'a dit, vous venez de connaître Katina? Il dit oui. Il dit, j'étais RHDP. C'est que les gars là nous l'ont montré là. C'est que les gens nous montrent. J'ai décidé de nous suivre. Parce que c'est dans la vérité. Et je travaille ici, je gagne ma vie. J'ai décidé de faire une petite entreprise de fabrication d'eau. Je demande à ma banque de me prêter une banque. Elle dit non, elle ne peut pas. Mais comment, si nous ne réformons pas nos systèmes bancaires, comment vous qui avez envie de retourner en Côte d'Ivoire pour aller investir, comment vous allez investir? Donc il y a des questions structurelles, il y a des fondamentaux qu'on doit toucher, qu'on doit avoir le courage d'affronter. Et quand nous aurons affronté ces fondamentaux, les toucher, les réformer, vous allez voir que les jeunes ne s'occupent pas du tout de ce qui est politique. Ceux qui veulent faire la politique vont nous faire. Mais tout s'intéresse à rentrer dans l'administration. Ils veulent vivre, ils font les business. Créons-leur les conditions. Et c'est le rôle que nous voulons faire au PPAC. Merci. Merci. Oui. Ça fait partie de notre bataille. Oui, la question des armées étrangères. Aujourd'hui, je vous parle, les États-Unis sont en train de négocier pour s'installer, avoir une base en Côte d'Ivoire. Ceux qu'on a chassés sont pas trouver une base en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est le monde qui se décide comme ça. C'est le nouveau monde qui se décide. Effectivement, je ne crois pas que ce soit dans nos intérêts d'avoir des bases étrangères. Il y a des pays qui sont solides. J'étais en été au Ghana. Quand le gouvernement actuel a voulu passer un contrat de présence militaire américaine au Ghana, ah non, ça fait l'homme. Le Ghana, la démocratie là-bas est en train. Chaque matin, il se lève, il est sur les présidents forts.
Je dois avoir plus de 100 stations de télévision, vraiment. Les radios, près de 400. Le débat est ouvert là-bas. Quand nous allons arriver à ça, on peut régler des problèmes sans forcément, il faut tous aller aux fondamentaux, c'est-à-dire créons une conscience nationale. Mais comment on crée une conscience nationale? En la formant, en ouvrant le débat politique. En Côte d'Ivoire, le débat politique est trop fermé. Nos 100 premiers jours, c'est ça comment ouvrir le débat politique. Parce que le débat politique est important. Pourquoi? Même pour lutter contre la corruption. Quand les gens seront capables d'appeler à la radio pour dire hey, le ministre là, il est en train de construire un immeuble chez moi ici. Hein. Les gens vont réfléchir par 4 avant de bouger. Il faut ouvrir le débat politique. Et c'est en ouvrant le débat politique que ces questions-là, comment nous allons. C'est les peuples même qui vont faire que les dirigeants, il y a des questions avant de dire non, une histoire de base militaire là, nous on ne peut plus. Parce qu'on ne peut pas s'accommoder avec des bases militaires. On ne peut plus. C'est trop. On ne peut plus. Quoi qu'il en soit, une base militaire, c'est tout forcément la présence d'une souveraineté étrangère sur tout ça. Que les gens non, c'est clair. Les ambassades, oui, ça fait partie de la gestion du monde. Les bases militaires. Parce qu'accepter une base militaire, tu as pris position d'un camp contre nous. C'est tout simple que ça. Or, que nous voulons nous déterminer, oui, on veut des bases militaires, mais on veut des bases militaires africaines. Si les forces africaines, l'Union africaine, déterminent et qu'il y a effectivement une armée solide qui veut des bases militaires africaines, oui, ça c'est notre rôle. Oui, ça c'est notre rôle. Et ça, c'est la position du PPAC. Tous les sens, nous, par l'africanisme. Omar Dagbo. Omar, hein? Oui, Omar, H à la fin. Ok. Omar. Oui, je vous ai bien compris. Toutes les questions que je demande à votre première phrase, moi je vous ai très bien compris. Nous sommes en politique et c'est des rapports de force. Nous allons chercher à créer des rapports de force à nos faveurs. C'est tout simple que ça. S'ils arrivent à nous éjecter, c'est qu'ils ont un rapport de force plus fort que nous. Mais je suis venu, si j'ai tenu à vous parler, c'est pour chercher à créer les conditions de ce rapport de force-là à nos faveurs. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Nos camarades sont en train de faire le tour de la Côte d'Ivoire. C'est pour créer ce rapport de force à nos faveurs. C'est la politique. Si les gens t'effraient et tu fuis, ben il est heureux. Il est heureux. Ah non, 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 ils vont t'arrêter. Bon, arrêtez le but, ça fait quoi? Si vous m'arrêtez que les gens continuent le combat là, vous allez finaliser toute la Côte d'Ivoire. Vous allez finaliser toute la Côte d'Ivoire. Les peuples qui gagnent les combats, c'est les peuples qui ont appris à dépasser de leur propre personne. Où est quelqu'un qui aime prison dans la vie? Qui dit moi, j'aime prison. Vous pensez que toutes les prisons qu'il a fait ça pourquoi? Pour son peuple. Et pour son combat, il dit, ça là, moi ma personne, ça ne compte plus. Ça ne compte plus. Faites ce que vous voulez. Mais jusqu'à la pire humiliation. Mais vous ne verrez jamais avoir une rancune contre quelqu'un. Et il dit, c'est moi qui ai fait. On t'a fait comment? Il voit la vie. Mais parce qu'il croit à son combat, il croit à ça. Et donc lui là,
Si vous voulez préférer que nous voulons avoir une prison, ça, franchement, il a fait la mère des prisons. Qu'est-ce qu'il reste encore? Œuvrons dans ce sens. On va changer le rapport de force si nous croyons en nous-mêmes et si nous sommes déterminés. Voilà. On s'est compris. Et quand on s'est compris,